Vos premiers 100 000 $ seront l'argent le plus difficile que vous n'aurez jamais gagné. Non pas que le monde soit injuste, non pas que le gouvernement vous taxe trop, ni que votre patron soit un imbécile. C'est difficile parce que vous n'avez pas de capital. Et sans capital, vous n'êtes qu'un rat de laboratoire dans une roue, transpirant à grosses gouttes, sans aucun levier. Les gens aiment fantasmer sur les intérêts composés. Ils parcourent ces jolis graphiques qui montrent comment un rendement de 10% par an vous transforme en millionnaire. Puis, ils oublient une vérité dérangeante. Les intérêts composés ne servent à rien si vous n'avez rien à faire fructifier. C'est ça, la blague cruelle. Tout le monde veut l'effet boule de neige, mais personne ne veut pousser cette fichue boule de neige en haut de la pente. Quand j'étais jeune, je ne rêvais pas de milliards. Je me demandais comment diable j'allais bien pouvoir rassembler mes premiers milliers de dollars. Le loyer, les enfants, le divorce. Tout arrive en même temps. Personne ne vous offre un filet de sécurité. Pensez-vous que les riches jouent au même jeu que vous? Ce n'est pas le cas. Ils ont déjà des jetons sur la table. Vous essayez encore d'acheter votre place dans la partie. La raison pour laquelle les premiers 100 000 $ sont si pénibles est simple. Vous travaillez avec vos muscles, pas avec de l'argent. Chaque dollar représente votre sueur. Chaque pas ressemble à une ascension difficile. Vous économisez 2 000 $ et puis la voiture tombe en panne. Vous mettez de côté 5 000 $. Et puis, votre enfant a besoin d'un appareil dentaire. Le monde semble conspirer pour vous rappeler qu'être pauvre coûte cher. Mais voici le paradoxe. Au moment où vous franchissez cette ligne invisible, celle des 100 000 $, vous ressentez un changement. L'argent commence à se suffire à lui-même. Un rendement de 10% devient soudainement significatif. 10 000 $ sur 100 000 $, ce n'est pas la même chose que 200 $ sur 2 000 $. Les gens croient que j'exagère lorsque j'appelle cela le jalon financier le plus crucial de votre vie. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez être fauché avec des idées, fauché avec de l'ambition, fauché avec du charme. Rien de tout cela ne compte tant que vous n'avez pas un capital de base. Il ne s'agit pas d'être intelligent, mais d'être tenace. Les premiers 100 000 $ vous prendront des années, les 100 000 $ suivants la moitié de ce temps. Lorsque vous aurez 500 000 $, quelqu'un possédant 1 million de dollars repensera aux efforts pour accumuler ses premiers 100 000 $ et en rira. S'il a encore le cœur à rire, alors oui, c'est pénible, mais vous devez le faire. Personne ne peut faire fructifier un capital nul. Les gens idéalisent le travail acharné. Ils pensent qu'en y consacrant suffisamment d'heures, l'univers les récompensera. C'est n'importe quoi. Si le travail seul rendait riche, les mineurs seraient milliardaires. La vérité est brutale. Les salaires plafonnent, l'effort n'est pas extensible, et le temps ne produit pas d'intérêt composé. Vous pouvez travailler jusqu'à l'épuisement et n'avoir toujours rien lorsque la paix cesse d'arriver. Quand j'ai commencé, je voyais des gens qui travaillaient plus dur que moi chaque jour. Des ouvriers d'usine, des maçons, des employés qui faisaient des doubles postes. Certains étaient même plus intelligents, mais ils sont restés fauchés parce que leur sueur s'évaporait dès qu'elle touchait le sol. Ils n'ont jamais bâti de capital. Le capital ne se fatigue pas. Le capital ne demande pas de week-end. Le capital ne rentre pas ivre à la maison. Il reste là, se multipliant tranquillement, si vous ne le gâchez pas. C'est le fossé que personne ne veut admettre. Tant que vous n'avez pas d'argent qui travaille pour vous, vous n'êtes qu'une autre bête de somme. Et si vous comptez sur les augmentations, les promotions ou le changement d'emploi pour devenir riche, vous êtes déjà du côté des perdants. Vous pouvez obtenir une augmentation aujourd'hui et demain l'inflation vous la volera. Vous pouvez décrocher un gros salaire et les impôts le réduiront à néant. Vous pouvez cumuler 3 emplois et votre corps lâchera avant que votre compte ne se remplisse. Le travail peut vous maintenir en vie. Le travail peut payer le loyer, mais le travail ne produira jamais d'intérêt composé. C'est pourquoi les premiers 100 000 $ sont une guerre d'usure. Vous sortez du piège du salariat, vous empilez cette première somme de jetons qui peut réellement subvenir à ses propres besoins. Une fois cette somme établie, vous franchissez le cap.
Soudain, un rendement de 10% n'est plus une simple erreur d'arrondi. Soudain, le marché peut vous rapporter plus pendant que vous dormez que ce que votre patron vous paie en une semaine. Je ne vous dis pas d'arrêter de travailler. Je vous dis d'arrêter de croire que le travail seul est la solution. Le monde est rempli de génies fauchés qui n'échappent jamais au tapis roulant du salaire. La seule issue, c'est le capital. Un capital durement acquis, accumulé. Jusqu'alors, votre travail ne vous sauve pas, il ne fait que vous épuiser. Le marché a sa façon de tester votre patience avant de vous récompenser. Au début, les chiffres sont insultants. Vous économisez 25 000 $ en un an, vous les investissez, et vous récupérez peut-être 2 500 $ si tout va bien. 2 500 $, c'est un climatiseur cassé ou quelques factures de dentiste, rien qui change une vie. Et c'est pourquoi la plupart des gens abandonnent. Ils regardent ces maigres rendements et pensent « à quoi bon ?» Ils préféreraient le dépenser pour un nouveau téléphone, un voyage ou une voiture à crédit. Au moins, ils ressentent quelque chose pour cet argent. C'est le piège. Les petits chiffres semblent insignifiants, alors les gens ne les laissent jamais devenir de grands nombres. Ils étouffent la capitalisation composée avant qu'elle n'ait une chance de se développer. J'ai vu des gens faire cela toute leur vie. Ils commencent à épargner, s'ennuient, retirent l'argent, le dépensent, recommencent, abandonnent encore. Ils ne comprennent jamais que la capitalisation composée ne fonctionne que si vous laissez le temps faire le gros du travail. Personne ne veut attendre. Personne ne veut traverser laborieusement les années où les rendements n'impressionnent personne, pas même soi-même. Mais voici l'ironie. Ces années ennuyeuses sont le prix à payer pour accéder à la magie de la capitalisation composée. Vous ne pouvez pas les sauter, vous ne pouvez pas les contourner. Les chiffres ne doublent pas simplement parce que vous êtes impatient. Quand j'étais jeune, je ne voyais pas non plus de magie dans les chiffres. Mes premiers investissements bougeaient à peine. J'avais des factures, des revers, même des désastres qui anéantissaient des mois de progrès. On avait l'impression de courir sur place, mais la discipline de persévérer est le moment où la partie bascule. Une année, vous remarquez que votre capital a rapporté autant que vous aviez économisé. L'année suivante, il a rapporté plus que ce que vous aviez économisé. C'est là que les gens autour de vous commencent à demander comment vous avez eu tant de chance. Ce n'était pas de la chance, c'était de la résilience. L'astuce n'est pas la brillance. L'astuce est de ne pas abandonner quand les chiffres sont petits. Si vous pouvez supporter la douleur psychologique de voir l'argent ramper au lieu de courir, vous finirez par le voir s'envoler. Mais presque personne ne survit à cette étape. Ils regardent quelques centaines de dollars de rendement et décident que ça n'en vaut pas la peine. C'est pourquoi ils restent pauvres. Les petits nombres testent la patience, les grands nombres récompensent, mais vous ne verrez jamais les seconds si vous ne pouvez pas endurer les premiers. La façon la plus rapide de rester pauvre est d'augmenter votre train de vie à chaque fois que vos revenus augmentent. La plupart des gens font exactement cela. Ils obtiennent une augmentation et la première chose qu'ils font est d'acheter une voiture plus grande, d'emménager dans un appartement plus spacieux ou de réserver un voyage qu'ils n'auraient pas pu s'offrir l'année dernière. Ils appellent ça se récompenser. Moi j'appelle ça se tirer une balle dans le pied. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en finance pour comprendre cela. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous ne construirez jamais de capital. Si vous continuez à gonfler votre style de vie, vous ne franchirez jamais la ligne de vos premiers 100 000 $. C'est de l'arithmétique, pas de la philosophie. J'ai vu des avocats, des médecins et même des cadres tomber dans ce piège. Ils gagnent des centaines de milliers de dollars, mais vivent comme des rois. Ils louent de la voiture allemande, achètent la maison avec plus de pièces qu'ils n'en utilisent, et envoient leurs enfants dans des écoles qu'ils peuvent à peine se permettre. De l'extérieur, ils ont l'air de réussir. À l'intérieur, ils sont à un seul salaire de la panique, et voici le pire. Ils se sentent en droit de penser « j'ai travaillé dur, je le mérite ». Bien sûr, vous le méritez aussi. Vous méritez de rester fauché si telle est votre mentalité. La richesse se construit sur la discipline, pas sur l'indulgence.
J'ai vécu la Grande Dépression. J'ai vu des hommes en costumes élégants n'avoir rien en banque. On apprend vite que les apparences ne fructifient pas. L'épargne, oui. Si vous voulez vos premiers 100 000 $, vous ne pouvez pas jouer au jeu du statut social. Oubliez ce que pensent les voisins. Oubliez la voiture de vos collègues. Oubliez d'impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Le jeu est simple. Gagnez plus que vous ne dépensez. Économisez la différence et investissez-la. Faites cela assez longtemps et vous atteindrez l'objectif. En parler ne fera que vous maintenir sur le tapis roulant jusqu'à ce que vous soyez vieux et amer. Les gens se sabotent parce qu'ils confondent le confort avec le progrès. Ils pensent que mieux vivre signifie avancer. Ce n'est pas le cas. Le vrai progrès est invisible. C'est le solde croissant que vous ne touchez pas. C'est la capitalisation que vous n'interrompez pas. La voiture perd de la valeur dès qu'elle quitte le concessionnaire. Le dîner est terminé en 2 heures. Le voyage n'est qu'un souvenir la semaine suivante. Mais le capital que vous épargnez travaille pour vous chaque jour, éveillé, endormi, ou même après votre mort. Si vous ne pouvez pas contrôler votre impulsion à consommer, vous n'aurez jamais la discipline d'investir. C'est pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais leurs premiers 100 000 $. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas les gagner, c'est qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de dépenser. Voici la différence entre vous et les riches. Eux ont du capital, vous, non. Le capital est un levier. Il fait pencher la balance en votre faveur. Il ne se plaint pas, ne tombe pas malade, n'exige pas de retraite. Il se contente de fructifier. 100 000 $ à un taux de 10% génère 10 000 $ par an sans que vous ayez à lever le petit doigt. Cela représente presque 1 000 $ par mois, l'équivalent d'un petit boulot à temps partiel minable. Sauf que vous n'avez pas à vous y présenter. Comparez cela au pauvre type qui trime encore. Il économise peut-être quelques centaines de dollars par mois. Il est sur le tapis roulant, en sueur, pour économiser des miettes. L'investisseur avec du capital engrange pendant qu'il dort. Voilà à quoi ressemble l'effet de levier. Quand vous avez du capital, les règles changent. Les banques vous rappellent, les opportunités viennent à vous. Vous pouvez prendre des risques calculés sans risquer la famine. J'ai vu cela dans ma propre vie. Quand je n'avais rien, chaque erreur menaçait de m'anéantir. Quand j'avais du capital, je pouvais me permettre d'avoir tort de temps en temps. Et croyez-moi, je me suis trompé maintes fois. La différence, c'est que j'ai pu me relever. C'est ça l'effet de levier. Les gens le sous-estiment. Ils pensent que l'argent n'est que des chiffres à la banque, mais ce n'est pas le cas. C'est la liberté. C'est un filet de sécurité. C'est la clé qui vous ouvre des portes qui ne s'ouvriront jamais pour celui qui vit de paix en paix. Vous pouvez acheter des actions quand elles sont bon marché, vous pouvez les conserver quand tout le monde panique, vous pouvez lancer une entreprise sans mendier de prêt, vous pouvez quitter un mauvais patron parce que vous n'êtes pas lié par un loyer écrasant. C'est ce que signifie 100 000 $. Ce ne sont pas que des chiffres. C'est le moment où vous arrêtez de vous sentir impuissant. Ne vous méprenez pas, 10% sur 100 000 $ ne vous rendront pas riche, mais c'est une preuve de concept. Cela montre que le jeu fonctionne. À partir de là, tout s'accumule plus vite. Vos rendements, votre confiance, votre capacité à supporter le risque. Tant que vous n'avez pas de capital, vous n'êtes qu'un travailleur avec des rêves. Et quand vous en avez, vous obtenez enfin une place à la table. Et dans ce monde, c'est à cette table que l'argent se fait. Il n'est pas nécessaire d'être brillant pour devenir riche. Il suffit d'éviter la stupidité, mais la plupart des gens en sont incapables. Ils courent après le statut avec de l'argent emprunté, épuisent leurs cartes de crédit, contractent des prêts automobiles, achètent des maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre, et sont choqués de ne plus avoir un sou. La dette est l'opposé des intérêts composés. Au lieu que l'argent travaille pour vous, il travaille contre vous. Sans relâche, silencieusement chaque jour, j'ai vu des gens avec de bons salaires piégés à vie parce qu'ils ne pouvaient pas arrêter d'être stupides avec l'argent. Ils refinançaient leur maison pour acheter des jouets, s'endettaient en allant au restaurant, laissaient des soldes sur des cartes, facturant 20% d'intérêt, tout en se vantant de gagner 10% en bourse. Ce n'est pas investir.
C'est de l'auto-illusion. Le coup de la stupidité est invisible au début. Vous ne sentez les chaînes que lorsqu'elles sont serrées. Mais à ce moment-là, vous avez gaspillé les années où les intérêts composés auraient pu être de votre côté. En 1973, j'ai vu des gens intelligents perdre des fortunes parce qu'ils achetaient des actions sur marge. Ils empruntaient pour suivre des tuyaux brûlants, se croyant malins. Quand le marché s'est effondré, cette stupidité leur a tout coûté. Peu importait à quel point ils croyaient en ces actions. La dette ne se soucie pas de votre optimisme. Éviter la stupidité, c'est dire non aux choses qui brillent, mais pourrissent. Crédit facile, stratagème pour devenir riche rapidement, jeu déguisé en investissement. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour éviter ces pièges. Il suffit d'être discipliné. Les premiers 100 000 $ sont déjà assez difficiles à obtenir sans se creuser un trou. Ne vous sabotez pas en confiant les intérêts composés à la banque au lieu de les gagner vous-même. C'est incroyable à quel point ce jeu est simple. Dépensez moins que ce que vous gagnez. N'empruntez pas pour des futilités. Épargnez et investissez la différence. Continuez. Mais simple ne veut pas dire facile, car la stupidité humaine est une force puissante. Si vous voulez savoir pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais ce jalon, regardez leur propre comportement. Ce n'est pas de la malchance. Ce sont de mauvaises habitudes, et la facture de la stupidité est toujours accompagnée d'intérêts. Tout le monde aime l'idée des intérêts composés. Personne n'aime la réalité de l'attente. Les premiers 100 000 $ ne se construisent pas en un mois, ni en une année. Pour la plupart des gens, cela prend une décennie d'efforts acharnés, d'épargne, et de ne pas faire de choses stupides. C'est pourquoi si peu y parviennent. Ils n'ont pas l'estomac pour l'ennui. La discipline n'est pas glamour. Elle ressemble à dire non au dîner à l'extérieur. Elle ressemble à conduire la vieille voiture pendant quelques années de plus. Elle ressemble à renoncer au voyage que vous pourriez techniquement vous permettre, parce que vous savez que ces dollars sont des soldats qui ont leur place sur le champ de bataille, des intérêts composés. Les gens pensent que la discipline est une caractéristique héroïque. Ce n'est pas le cas. C'est faire la chose évidente et ennuyeuse assez longtemps pour gagner. J'ai appris cela jeune. Pendant que tout le monde s'efforçait de suivre le rythme des voisins, je gardais la tête basse et j'accumulais du capital. Était-ce amusant? Non. Était-ce excitant? Non. Mais les années ennuyeuses sont celles où la richesse se forge. L'astuce est de ne pas craquer. Les marchés chuteront. Vous vous sentirez stupide d'avoir économisé lorsque les actions baisseront de 30%. Vous serez tenté de vendre, d'abandonner, de vous dire que tout cela n'avait aucun sens. C'est là que la discipline sépare les riches du reste. N'importe qui peut épargner lorsque le marché est en pleine effervescence. N'importe qui peut investir lorsque l'optimisme est élevé. Mais quand tout part en fumée et tourne au vinaigre, vous découvrez qui a le cran de continuer. J'ai vu des gens avec tous les avantages, intelligence, relations, salaires élevés, s'effondrer et échouer parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les efforts. Ils avaient besoin d'excitation, avaient besoin de se sentir intelligents. Alors, ils ont couru après des stratagèmes, ont spéculé sur des modes ou ont abandonné quand ça devenait difficile. La discipline était en dessous d'eux. Eh bien, la discipline est ce qui vous fait franchir la ligne d'arrivée. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, et ce n'est même pas le travail acharné au-delà d'un certain point. C'est le refus pur et obstiné de ne pas cesser de jeter du charbon dans la fournaise pendant que tout le monde est distrait. Vous n'avez pas besoin d'être brillant, il vous suffit d'être implacable. Le marché récompense finalement l'endurance. Il l'a toujours fait. Alors, si vous voulez vos premiers 100 000 $, oubliez la brillance, oubliez les raccourcis, supportez simplement, endurez l'ennui, endurez les revers, endurez les années où l'on a l'impression que rien ne se passe. Parce que la vérité est que quelque chose se passe. Les intérêts composés ne se manifestent tout simplement pas tant que vous n'avez pas gagné le droit de les voir. Il y a un moment dans la constitution de richesse qui semble presque surnaturel. C'est le jour où votre capital gagne plus que vous. Jusque-là, vous traîniez des rochers en montée.
Chaque dollar venait de la sueur, chaque progrès venait du renoncement à soi. Vous avez épargné, vous avez enduré, et vous vous êtes demandé si la douleur en valait la peine. Puis, une année, vous regardez les chiffres. Vos investissements ont tranquillement produit 40 000 $ ou 80 000 $, plus que ce que vous pouviez économiser de votre salaire. Et vous réalisez que vous avez franchi la ligne. C'est à ce moment-là que le capital commence à vous répondre. Il chuchote. « Détends-toi. Je porterai plus de la charge maintenant. » Ce murmure change votre psychologie pour toujours. Pour la première fois, vous n'êtes plus seulement un travailleur, vous êtes un capitaliste. Vos dollars sont des employés. Et, contrairement aux vrais employés, ils ne se plaignent pas, ils ne font pas grève, ils ne bavardent pas pendant la pause. Ils ne font que s'accumuler année après année, sans un seul jour de maladie. C'est le moment où le jeu bascule. Épargner ressemble moins à un sacrifice et plus à nourrir une machine qui vous rapporte. Voir le solde croître devient addictif. Vous voulez contribuer plus, pas moins. C'est aussi le moment où les outsiders commencent à vous appeler chanceux. Ils voient votre capital faire boule de neige, mais ils ignorent la décennie d'efforts acharnés qui a bâti les fondations. Ils ne vous ont pas vu manger des dîners bon marché et conduire de vieilles voitures pendant qu'ils gaspillaient de l'argent sur des futilités. La chance n'a rien à voir là-dedans. La discipline, si. Quand le capital dépasse votre travail, la courbe de richesse devient abrupte. 100 000 $ se transforment en 200 000 $. Ces 200 000 $ commencent alors vraiment à s'envoler. Finalement, les intérêts composés éclipsent toute augmentation que vous pourriez mendier à votre patron. C'est pourquoi les premiers 100 000 $ sont tout. Sans eux, vous n'atteignez jamais le point de basculement. Avec eux, le système penche enfin en votre faveur. Mais voici l'avertissement. Si vous vous sabotez après ce point, en retirant de l'argent, en courant après les modes ou en paniquant pendant les récessions, vous pouvez toujours tout faire exploser. Le capital ne pardonne pas plus la stupidité que la négligence. Cependant, s'il est géré correctement, il devient votre partenaire silencieux pour la vie. C'est la récompense d'avoir enduré la longue ascension. Un jour, vous vous réveillez et votre argent fait plus de travail que vous n'auriez jamais pu en faire, et il ne demande jamais de salaire. Atteindre 100 000 $ n'est pas une ligne d'arrivée, c'est le coup de pistolet de départ. Et beaucoup de gens trouvent encore un moyen de tout gâcher. Au moment où la plupart des gens prennent de l'avance, ils commencent à penser qu'ils sont un génie. Ils oublient combien de temps il a fallu pour gravir cette colline et se mettent à dévaler la pente directement dans la stupidité. Je l'ai vu encore et encore. Quelqu'un économise 100 000 $ et au lieu de le laisser s'accumuler, il décide qu'il est soudain le prochain Warren Buffett. Ils courent après les actions à la mode, spéculent avec des options, tombent dans le panneau de n'importe quelle absurdité brillante que CBC vend cette semaine-là. Et juste comme ça, 10 ans de discipline disparaissent en un seul pari stupide. D'autres se sabotent en récompensant les progrès. Ils atteignent 100 000 $, puis célèbrent avec un prêt immobilier plus important, une voiture plus luxueuse et des voyages qui brûlent le capital même qui devrait les rendre libres. Ils confondent un jalon avec une ligne d'arrivée et encaissent avant que les intérêts composés ne montrent vraiment leurs dents. Ensuite, il y a le problème de l'effet de levier. Les gens pensent qu'emprunter est un raccourci. Ce n'est pas le cas. C'est une bombe à retardement. J'ai vu des hommes brillants faire faillite parce qu'ils empruntaient sur leur portefeuille, certains que le marché ne pouvait que monter. Puis sont arrivés 1987 ou 2000 ou 2008. Le marché trouve toujours un moyen d'humilier les arrogants. La cruelle vérité est la suivante. Construire les premiers 100 000 $ demande de la discipline. Les garder demande de l'humilité. Les faire fructifier demande de la patience. Si vous gâchez l'une des trois, vous retournez à zéro. Et ne vous y trompez pas. Revenir à zéro après avoir goûté au progrès est pire que de n'avoir jamais commencé. J'ai vu des gens détruits par cela. Ils préféreraient vivre dans le déni plutôt que d'admettre qu'ils ont gâché une décennie pour rien. C'est pourquoi je dis toujours,
Évitez la stupidité d'abord, la brillance ensuite. Vous n'avez pas besoin d'être malin pour rester riche. Vous avez juste besoin de ne pas vous faire sauter. Le jeu ne devient pas plus facile parce que vous avez atteint un jalon. Les risques changent simplement de forme. Si vous pensez que les règles ne s'appliquent pas à vous après 100 000 $, le marché sera heureux de vous prouver le contraire. Souvenez-vous de ceci. L'ascension vers 100 000 $, c'est l'enfer, mais retomber en dessous est pire. Ne laissez pas l'arrogance vous pousser du bord où vous venez de vous hisser. Les 100 000 premiers dollars, c'est une sacrée galère. Je l'ai déjà dit et je le répéterai. C'est cette somme qu'il faut arracher de haute lutte. Personne ne peut faire fructifier zéro. Personne ne peut vous sauver de vos mauvaises habitudes. Personne ne peut vous tirer d'affaire si vous insistez pour vivre au-dessus de vos moyens. Il ne s'agit pas d'être un génie, ni de formules secrètes, ni de trouver un gourou pour vous souffler des recettes miracles à l'oreille. Il s'agit de discipline. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Épargnez la différence, investissez. Répétez jusqu'à franchir le cap, simple, brutal, implacable. Si vous n'y parvenez pas, personne ne pourra vous aider. Si vous le faites, vous débloquerez ce qui fait toute la différence entre les riches et les pauvres. Un capital qui travaillera bien plus dur que vous ne le pourriez jamais. Les gens adorent compliquer l'argent, inventer du jargon, écrire des livres, vendre des formations. Tout cela pour vous détourner de la triste réalité. Vous devrez endurer des années d'ennui et de privation avant que les intérêts composés n'entrent en jeu et ne vous sortent véritablement du pétrin. La plupart des gens ne le feront pas. C'est pourquoi la majorité reste sans un sou. Mais si vous avez suffisamment de caractère, de discipline et de bon sens pour éviter les erreurs idiotes, l'endettement, l'envie, l'envolée du train de vie, vous y arriverez. Et une fois que c'est fait, la donne change à jamais. Votre argent commence à travailler pour vous. Votre tolérance au risque s'accroît. Des opportunités s'offrent à vous. Et vous cessez d'être un laboureur impuissant à quémander des miettes. Alors, voici le mot de la fin. Obtenez vos 100 000 premiers dollars par tous les moyens honnêtes nécessaires. Réduisez vos dépenses, augmentez vos revenus, ignorez ce que pensent les voisins. Procurez-vous cette somme, car tant que vous ne l'aurez pas, vous ne serez même pas dans la partie. Et si vous ne dépensez pas moins que ce que vous gagnez, je ne peux pas vous aider. Personne ne le peut.